Salut! Alors aujourd'hui, La Belle et la Bête par Madame de Villeneuve. Alors pourquoi je vous parle de La Belle et la Bête, un conte que tout le monde connaît, un grand classique? C'est parce que cette version de Madame de Villeneuve date de 1740 et c'est en fait la première version écrite du conte que l'on connaisse. Et ce n'est pas tout à fait la version qui a ensuite été très diffusée et à partir de laquelle ont été faites de nombreuses adaptations au cinéma, en dessin animé, etc. Non, ça c'est une version donc un peu plus ancienne qui recèle des trésors de langue et de détails qui sont typiques du XVIIIe siècle et puis qui en plus comprend une deuxième partie à l'histoire, c'est celle qu'on ne reprend pas dans les adaptations actuelles, une deuxième partie très étonnante dont je voudrais vous parler. Donc Madame de Villeneuve, eh bien, c'était une femme de lettres donc, du XVIIIe siècle qui a écrit d'autres romans, d'autres textes. Et là, La Belle et la Bête, en fait, donc je vais vous passer le résumé de l'histoire puisque tout le monde le connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le XVIIIe siècle, dans tous ses aspects agréables, transparaît dans ce texte. Alors, à la fois par l'attention aux détails, aux étoffes, au bien vivre, à la découverte des orientalismes, d'un étranger fantasmé au fait au XVIIIe siècle. Donc ça, c'est très apparent dans toute la première partie où la Belle est enfermée dans le château de la Bête et où elle découvre ce palais magnifique qui recèle des surprises incroyables. Donc par exemple, elle découvre au fur et à mesure du temps des nouvelles salles qu'elle explore dans ce palais qui semble infini. Et il y a une salle notamment où elle découvre toute une ménagerie d'oiseaux qui chantent de l'opéra. Une autre salle où elle découvre des singes qui lui servent de valets et de laquais. Et moi, ça m'a fait penser notamment cette scène à la Grande Singerie, qui est une salle que vous pouvez aller visiter au château de Chantilly, qui date d'ailleurs exactement de cette époque, aux alentours de 1740. C'est magnifique, il y a des peintures somptueuses sur les murs. Et là, dans le roman, on a l'impression vraiment que ce sont ces peintures qui s'animent et qui deviennent la réalité pour cette Belle enfermée dans ce palais. Il y a aussi un jeu sur les premières découvertes techniques de l'époque. Donc, par exemple, à un moment, il y a un jeu d'optique avec des miroirs qui permettent à la Belle, tout en étant dans le palais et sans être vue, de voir ce qui se passe dans le monde entier. Donc, par exemple, en restant dans le palais, elle va à l'opéra, à Paris, elle va au théâtre, elle voit des personnes, même de sa connaissance, auxquelles elle ne peut pas parler puisqu'elle n'est pas directement avec elle, mais qu'elle peut découvrir. Et puis on voit toujours ce petit sens du détail parce que la Belle, tout en étant enfermée et étant un peu la proie de cette bête, et bien quand elle va comme ça au théâtre à partir d'une des pièces de ce palais, et bien elle regarde justement les tissus et les étoffes du théâtre. Elle se soucie toujours des petites choses comme ça, des petits détails. On voit aussi à un moment la Bête qui lui prépare un chocolat parce qu'il est plein d'attention pour la Belle, bien sûr. Et donc quand elle arrive le soir, il y a une prise de chocolat qui est prête pour elle. Alors je ne sais pas ce que c'est une prise de chocolat, ce qu'on entendait par là à l'époque. Bêtement, est-ce que moi je m'imagine que c'est peut-être comme priser du tabac, mais je ne sais pas, ou alors est-ce que c'est vraiment boire une tasse de chocolat comme aujourd'hui? En tout cas, le chocolat est présent et dans tout ce raffinement, ces détails incroyables, on retrouve un petit peu ce que Marianne Alphand, qui est une spécialiste du XVIIIe siècle, a écrit dans un roman assez récent, ça doit être 2014 ou 2013, qui s'appelle « Ces choses-là ». C'est paru chez POL, je vous le conseille, c'est vraiment intéressant puisqu'elle, c'est une passionnée du XVIIIe et justement, elle aborde ce siècle par tous ces petits détails qui nous restent, par le raffinement justement de la vie à cette époque. Donc ça, c'est la première partie. Et ce qui est intéressant à noter aussi, qui a été complètement expurgé des versions suivantes, c'est qu'il y a un érotisme latent qui est présent vraiment dans toute cette partie-là, puisque la Bête, chaque soir, lorsqu'il vient voir la Belle, lui demande directement « Est-ce que je peux coucher avec vous ?» Il redit la phrase 4 fois dans le conte « Puis-je coucher avec vous ?» Et à la 4e fois, la Belle accepte.
Donc voilà, donc il y a cette dimension érotique est très présente, d'autant plus que la belle, enfermée, rêve la nuit, voit un beau jeune homme, et là on s'imagine aussi qu'elle a des rêves un peu érotiques autour de ce jeune homme. Donc il y a vraiment un contraste entre la réalité où elle est dans ce palais un petit peu fantasmé, où elle voit des choses incroyables, et puis son rêve où elle voit un jeune homme qui lui parle, qui lui tient des discours très galants. Et donc finalement, la frontière entre la réalité, le fantasme et la rêverie est très floue, très poreuse dans cette première partie du récit. La bête, je le précise aussi, est décrite comme un monstre qui a une trompe, des écailles et des poils, alors que les versions suivantes, par exemple dans La Belle et la Bête de Cocteau, c'est la version plutôt à poils qui est demeurée, alors que dans cette version-là, il a aussi des écailles, hein. Il est plutôt entre le saurien, l'éléphant et puis peut-être le félin, on ne sait pas. Et puis il y a cette deuxième partie qui a été occultée ensuite dans les versions suivantes. Cette deuxième partie où on comprend en fait pourquoi la belle se trouve prisonnière dans ce palais, pourquoi la bête avait besoin que la belle vienne. Alors évidemment, on sait qu'il subit un mauvais sort qui lui a été jeté par une fée, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce monde des fées, justement, est un monde matriarcal aux règles assez sévères, qui sont très bien décrites par Madame de Villeneuve, et où on voit le pouvoir des femmes arriver dans ce XVIIIe siècle. Et donc il y a des rivalités, ce sont des femmes fortes, en fait il y a une guerre entre des fées, et donc un des aboutissements de cette guerre c'est la situation de la bête, mais je vous en dis pas plus. Il y a une reine guerrière aussi qui mène des soldats pour défendre ses terres et son château. Donc il y a vraiment un pouvoir de la femme très important, et on voit qu'en fait tout ce qui arrive à la bête a été ourdi par plusieurs fées rivales. Donc ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne voit plus du tout dans les versions suivantes. Tous ces aspects avec des femmes fortes, des femmes qui ont des gros défauts, qui vivent des passions, mais aussi des femmes qui ont une grande sagesse et une grande intelligence et qui manipulent un peu tout le monde. Donc voilà, et puis il y a aussi dans les thèmes très récurrents au XVIIIe siècle l'idée d'une île heureuse, une île où on peut choisir son mari ou sa femme en toute liberté, ce qui n'était pas le cas bien sûr dans la réalité au XVIIIe siècle, mais voilà, c'est une inspiration philosophique qu'on retrouve notamment chez Jean-Jacques Rousseau, hein, l'idée de l'île, de l'utopie. Il y a aussi l'idée de partir vers cette île heureuse et d'y faire des fêtes galantes. Donc là on trouve les peintres de l'époque, Watteau, Boucher, etc. Donc on retrouve vraiment toute une impression du XVIIIe siècle qui nous imprègne encore aujourd'hui et qui transparaît beaucoup dans ce roman. Donc voilà, La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve, je vous le conseille pour tous ces aspects qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans les versions du conte qu'on connaît. Et puis c'est d'une lecture bien sûr très agréable, c'est dans un français très classique. Voilà, vous passerez un bon moment avec ce petit roman. À bientôt, ciao!